Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour notre soirée de rentrée du cycle Questions publiques, dont je vous rappelle, mais vous le savez bien désormais, qu'il est co-organisé par le Conseil de développement de Nantes Métropole, par la revue Place Publique et par le CCO, le Centre de communication de l'Ouest, qui nous accueille. Ce soir, exceptionnellement, le président du Conseil de développement, Philippe Audic, n'est pas là, mais il sera merveilleusement remplacé par le secrétaire général du Conseil de développement, Gabriel Vitré. Nous avons deux invités. Pardon ? Encore. Mais je ne pouvais pas dire avantageusement, parce que ça aurait été désobligeant pour le président. Ce soir, deux invités, deux géographes, Christine Margetic, qui est immédiatement à ma droite, et Valérie Joussoum. Nous les avons conviés à venir ce soir pour un ouvrage, un gros ouvrage, l'Atlas des campagnes de l'Ouest, paru avant l'été aux presses universitaires de Rennes, et dont elles sont deux des coordinatrices scientifiques, avec Michael Bermond et Maxime Marie. Mais il se trouve qu'elles sont universitaires à Nantes, donc c'était évidemment plus naturel et plus facile de faire appel à elles. Cet atlas des campagnes de l'Ouest, moi qui ne suis pas géographe et qui suis nullement spécialiste de la question, je peux vous dire que c'est un livre tout à fait passionnant. On a d'ailleurs présenté une analyse un peu fouillée de ce livre dans notre numéro de juillet-août, sous la plume d'Alain Croix, qui disait fort justement qu'il s'agissait d'un livre essentiel, dans la mesure où ce n'est pas un livre réservé aux géographes, ce n'est pas un livre réservé aux spécialistes de géographie rurale, mais c'est un livre qui peut tous nous intéresser et qui explique pourquoi, dans une ville comme Nantes, à l'invitation du Conseil de développement de Nantes Métropole et de Place Publique, qui se veut une revue urbaine, on invite des gens à nous parler d'un livre sur les campagnes. C'est que précisément le rapport entre ville et campagne est au cœur de ce livre et au cœur de pas mal de problématiques du moment, y compris au plan politique. Ce livre, donc coordonné par quatre géographes, a regroupé, je crois, 71 auteurs, ce qui montre bien l'étendue de ce travail scientifique. Je vais vous poser une première question à toutes les deux. C'est la question d'ailleurs qui ouvre le livre. Vous dites pourquoi un atlas des campagnes de l'Ouest ? Il me semble que cette question, pourquoi un atlas des campagnes de l'Ouest, se subdivise en trois questions. Pourquoi un atlas ? Pourquoi avoir choisi la forme de l'atlas ? De l'Ouest, de quel Ouest s'agit-il ? Il s'agit quand même d'un très grand Ouest auquel on n'est pas tellement habitué. Et enfin, en troisième lieu, quand on parle de campagne, de quoi s'agit-il ? Donc la première question, pourquoi un atlas ? L'une ou l'autre, ou toutes les deux. Tout d'abord, bonsoir. Alors pourquoi un atlas ? J'aurais tendance à dire pourquoi pas un atlas ? C'est un peu court comme réponse. J'en conviens. En fait, cet atlas, il est à mettre en perspective avec un programme de recherche que l'on a conduit dans le cadre des projets PSDR qui s'appelait DITFOR. Ce projet de recherche, DITFOR, c'était dynamique territoriale et foncière dans le rural en transition de l'Ouest. Avec comme idée que, globalement, l'Ouest est caractérisé par des espaces particuliers, on y reviendra après. Et dans le cadre de ce programme de recherche scientifique, il nous a paru nécessaire de porter à connaissance au plus grand nombre d'un certain nombre de résultats que l'on pouvait avoir. Et donc, il nous a fallu trouver une piste, je dirais, relativement pédagogique, facile d'accès au plus grand nombre, mais basée sur un matériau très sérieux, scientifique. Et de ce point de vue, qui plus est venant de géographes, mais ce programme de recherche comportait d'autres disciplines. On trouve d'ailleurs dans cet ouvrage des sociologues, des juristes, par exemple. Il nous a semblé vraiment pertinent de proposer un atlas didactique pour une diffusion de la science, d'une certaine manière, au plus grand nombre.
Un mot peut-être sur le rapport entre les cartes qui jouent un rôle important, d'ailleurs vous avez l'intention d'en projeter quelques-unes ce soir, entre les cartes et les textes. Quelle fonction allouez-vous à chacun de ces éléments? Alors, en fait, l'Atlas, bon, il y avait cet objectif, mais il est né aussi, comme tous les projets, de petits détails, de petites choses. Et en fait, au départ, vous savez, il y a une des grandes mutations actuelles, c'est l'accessibilité à une quantité d'informations. Donc aujourd'hui, l'accès à l'information, il est très important. La difficulté maintenant, ça va être de donner du sens, de donner sens et de transformer une information un peu brute en une information un peu plus construite, voire de la connaissance. Et donc, on a commencé à faire des cartes, on avait énormément d'informations. Et moi, je faisais partie d'un groupe où on a commencé à faire des cartes qui servaient de support aux réflexions, à des problématiques de recherche qui étaient enclenchées dans le cadre de ce projet. Et c'est petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait une somme de cartes très intéressante. Et c'est là qu'on s'est dit, mais ces cartes, elles mériteraient d'être données à voir plus largement, parce que finalement, on ne les voit pas tellement. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose aussi sur cet atlas, c'est que dans notre équipe de recherche, donc qui s'appelle l'UMR ESO, Espace et Société, qui existe depuis une bonne trentaine d'années, il y avait eu, dans les années 80, des atlas faits par nos pairs, on va dire ça comme ça, Atlas des Pays de la Loire, Atlas social des Pays de la Loire, Atlas social de la Bretagne, Atlas social de la Basse-Normandie. Ces atlas étaient très intéressants. Mais ces atlas, ils n'ont pas été conçus d'un point de vue éditorial pour le grand public. C'était des planches, au moins du A3, peut-être même un peu plus grand, dans des dossiers. Enfin, c'était pas manipulable, c'était pas... Voilà. Et c'est comme ça que nous, on s'est dit, il y a des informations très intéressantes. Visuellement, donc on est dans une société de l'image, et puis la carte, elle parle spontanément au cerveau, enfin, elle transmet des informations qu'on peut interpréter très rapidement. C'est un outil de communication des idées et des informations qui est très intéressant. C'est pas diffusé, c'est dommage. Il y en a eu des atlas très intéressants qui n'ont pas été diffusés. Enfin, ils sont restés confidentiels, une sorte de littérature grise de l'université. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, ce serait vraiment intéressant qu'il y ait un atlas grand public. Oui. Je continue. Si le lien avec la carte et le texte. Oui, voilà, oui, allez-y. Oui. Donc le lien entre la carte et le texte, on est d'abord parti des cartes. Au démarrage, on s'est dit on va faire un atlas avec des cartes et on va commenter ces cartes. Donc on est vraiment parti du visuel. Ceci dit, en fait, donc on a toujours cherché à avoir un texte qui commentait la carte, qui la rendait encore plus compréhensible, qui explicitait la carte. Ceci dit, après... on a eu un foisonnement d'idées, parce qu'une fois que l'idée de l'atlas est partie, il y a eu un foisonnement d'idées, et certains collègues avaient des idées, mais ils sont partis plutôt du texte, et après ils ont construit l'iconographie qui était la plus pertinente pour illustrer leurs propos. Donc en fait, au départ, on est vraiment parti sur on va donner à voir des cartes. Et puis des cartes toutes sèches comme ça, bon, donc on les a commentées. Mais après, ça a un peu évolué. Les cartes qui sont projetées le montrent bien. L'ouest dont il s'agit est un ouest large, puisqu'il s'agit de la Basse-Normandie, de la Bretagne, des Pays de la Loire et de Poitou-Charentes. Alors, quelle est la cohérence de cet ouest-là? Est-ce que ça obéit à autre chose qu'à une logique de groupe de recherche ou de coopération interuniversitaire? Est-ce qu'il y a vraiment une unité de cette grande région ouest? Alors, notre équipe de recherche, elle est structurée sur Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie. Là, le programme de recherche, mais ce programme de recherche, il est PSDR, il existe depuis, là aussi, hein, il est renouvelé, il existe depuis au moins 25 ans. Il considère toujours le Grand Ouest avec ses 4 régions. Alors... le débat est très délicat sur la question de... Et très actuel. Et très actuel. Donc, je vais me... Alors, je vous dis d'emblée, moi je suis de Loire-Atlantique, mais je suis du Sud-Loire.
Alors, On verra quelle conclusion on peut en tirer. Allez au bout de votre propos. Donc on a repris dans l'Atlas une carte de Alain Chauvet parce que finalement moi je suis pas une spécialiste de géographie régionale. En revanche il y a une thèse de géographie régionale de l'ouest de la France, c'est la seule. C'est la thèse de Alain Chauvet qui s'appelle Porte Nantaise et Isola Choletais, où il a beaucoup traité la question de la région dans l'ouest. Et qu'est-ce que c'est que la région dans l'ouest? Comment on peut appréhender cette question-là? Quelles sont les limites? Quels sont les centres, etc. Donc on a repris la carte qu'il avait faite, mais lui, dans son Grand Ouest, son ouest, c'était Bretagne, enfin grosso modo, ça couvrait plutôt Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes. Donc nous, on a complété il y avait un petit peu les marges de la Normandie, mais il ne l'avait pas ajouté. Moi, j'avoue que quand j'ai fait l'Atlas, pour moi, la Normandie, l'Ouest, bocagers, d'élevage, bon, quand on a fait les cartes, alors cette carte-là, on voit bien que la limite historique de la Normandie est très nette, mais quand on fait les cartes, quand on regarde les cartes de l'Atlas, il y a tout un tas de cartes qui montrent que clairement la basse Normandie est différente. Le maillage communal, donc tous les équipements sont très différents. J'ai pas toutes les cartes en tête, mais vous regarderez, il y a beaucoup de cartes qui montrent quand même que la basse Normandie, elle est un peu autre en termes d'organisation du territoire. En revanche, effectivement, il y a une grande unité. Sur tout un tas de cartes, il y a une grande unité du Grand Ouest, du Grand Ouest intérieur. Donc on va avoir, alors ça a été déjà décrit par Siegfried, je ne vais pas revenir dessus, mais il en reste des choses. Par exemple, sur des cartes de la présence de l'économie sociale et solidaire, eh bien, on voit une sorte de Ouest intérieur. Sur des cartes de dynamique démographique, c'est encore très net, etc. Bon, donc il y a cet Ouest intérieur. Moi, pour ma part, je me sens tout à fait à l'aise avec le Grand Ouest défini par Alain Chauvet, qui dit que Nantes, au fond, il ne s'agit pas de s'amputer de tous ses héritages. Nantes a un héritage, c'est une ville bretonne. Nantes est une ville de confluence. Elle n'est pas l'épicentre d'une région, comme peut l'être Toulouse, par exemple. Donc Nantes est une confluence d'influences régionales qui lui sont extérieures. Donc Nantes appartient à l'influence bretonne qui arrive par le nord-ouest. On peut le voir dans le paysage, dans des types d'agriculture, etc. Dans même des morphologies d'habitat rural, par exemple. Nantes est une ville ligérienne. Elle est influencée par une influence qui vient de la Loire, qu'on peut voir dans des paysages agricoles, de maraîchage, dans des paysages d'habitat ligérien. Et puis, Nantes est aussi une ville, on le voit sur cette carte-là, la Loire a été une limite très longue, une limite historique dans un passé lointain. C'est aussi une limite paysagère sur des formes, par exemple, d'habitat, de tuiles, de pentes de toit. Et aussi, donc il y a des influences qui remontent par le Poitou, par le monde aquitain, la vigne, etc. Donc, pour ma part, la ville de Nantes, elle a tous ses héritages, elle a la confluence de tous ses héritages. Et donc, Alain Chauvet militait pour une région Grand Ouest qui soit la plus avantageuse pour Nantes, c'est-à-dire qui fédère une région Bretagne autour de Rennes, une région angevine, Loire autour de Angers, une région ligérienne, et puis une région Poitou-Charentes autour de Poitiers. Et la ville de Nantes serait la capitale régionale, et Nantes et la Loire-Atlantique seraient une sorte de Hansestadt à l'allemande qui fédérerait ce Grand Ouest-là. Voilà, et donc moi je partage assez bien cette vision du Grand Ouest. C'est un discours qu'il est intéressant de confronter à celui d'un autre géographe que nous avons invité avant l'été, Jean Olivreau, qui milite pour une région bien différente. La troisième question, pourquoi un atlas des campagnes de l'Ouest? C'est les campagnes, au fond, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, les campagnes, ce n'est pas la ville. Mais c'est toujours un peu court comme réponse. Les campagnes, c'est ce que dans le programme de recherche, on avait la dénomination du rural en transition. On aurait pu repartir un peu de ces notions-là, avec comme idée qu'on a des espaces dans la région qui sont moins densément peuplés, qui sont caractérisés par des paysages agricoles marqués,
qui sont caractérisées par une densité de population plus faible. Donc toutes ces caractéristiques classiques du rural que l'on peut retrouver à partir des données statistiques en particulier, que les statistiques permettent de mettre en évidence en partant des notions notamment de densité. La question de la densité était importante. Mais dans ce cadre-là, on va plutôt parler d'espace rural. Les campagnes, il y a une dimension supplémentaire qui est ajoutée, qui est quelle perception ont ces populations de leur environnement. On peut avoir l'impression de vivre en campagne, même si on est dans des espaces un tout petit peu plus densément peuplés. Avec toute cette interrogation, le périurbain est-il vraiment urbain ou n'est-il pas encore parfois une campagne, fait partie de campagne, notamment parce que dans ce monde périurbain, un certain nombre de solidarités qui caractérisent ces campagnes sont éventuellement présentes. Donc ces campagnes, ce sont ces mondes qui reposent sur les sociétés agraires d'autrefois, mais qui ont évolué au regard du monde de la mobilité dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a une carte, un passage tout à fait passionnant, je ne sais pas si vous pouvez la montrer, c'est à page 68, c'est la campagne à l'épreuve des statistiques. Et là, je me tourne vers Valérie Jousseau parce qu'elle est un des auteurs de ce passage-là. Oui, ce n'est pas une carte, ce sont des graphiques, où vous montrez que selon le seuil qu'on choisit pour faire le départ entre communes rurales et communes urbaines, donc vous dites, ça peut être 2500 habitants, ça peut être 5000 habitants, ça peut être 10 000 habitants. Évidemment, selon le critère choisi, on a une vision complètement différente des rapports entre ville et campagne, et notamment des évolutions démographiques respectives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Et est-ce un simple jeu de l'esprit, ou est-ce que ça a une réalité plus profonde? En fait, un des éléments qui est très important, pourquoi on a voulu faire un atlas des campagnes de l'Ouest, parce que en fait, dans la statistique, l'INSEE aujourd'hui a supprimé le terme même de rural. Alors campagne, non, mais n'utilisait pas le mot campagne, l'INSEE, mais utilisait le mot rural, espace à dominante rurale. Voilà. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc l'INSEE, dans son vocabulaire, alors attendez, non, on l'a pas pris, c'est pas grave. Oh, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc l'INSEE, dans le vocabulaire de la statistique publique, la notion de rural n'existe plus. En fait, il y a des grands pôles urbains, des moyens pôles urbains, des petits pôles urbains qui par le passé s'appelaient des pôles ruraux. Par exemple, ça pourrait être quoi dans le département là? Alors je vais vous prendre un exemple. Pour l'INSEE, en fait, l'INSEE a une vision très urbano-centrée. En fait, ce qui est sous-jacent, c'est de montrer que les moteurs sont les villes. Par exemple, il y avait, par exemple, Machecoul, c'était un pôle rural. Maintenant, on a décidé que les pôles ruraux, on allait les appeler des petits pôles urbains. Alors moi, je dis à mes étudiants, c'est comme si on disait, les garçons, on va dire que ce sont des filles, et donc dans la classe, il n'y a plus que des filles. Donc en fait, si... Vous allez vous faire des ennemis, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a... C'est un sujet un peu brûlant par les temps qui courent. Non, mais vous comprenez bien que si, par exemple, il y a 10 ans, alors plus de 2000 habitants agglomérés et plus de 1500 emplois, on appelait ça un pôle rural. Aujourd'hui, la même chose, on dit ça s'appelle un petit pôle urbain. OK. Donc maintenant, tout est grand pôle urbain. Par exemple, Ancenis est un grand pôle urbain. Ancenis, pour l'INSEE, est un grand pôle urbain. Alors vous imaginez ce que sont les moyens et ce que sont les petits. Et donc moi je suis partie sur l'idée que on est dans quelque chose d'excessif qui n'a plus de sens. Parce que si Nantes est un grand pôle urbain et que Ancenis est un grand pôle urbain, à ce moment-là, tout est un grand pôle urbain et scientifiquement on ne peut plus parler de rien puisque tout s'appelle pareil. Et vous comprenez que aussi dire que, alors il n'y a plus d'espace rural, il n'y a plus que de l'espace qui est hors influence des pôles. Alors il n'y a plus que 4% de la population qui est dans des espaces hors... Alors à ce moment-là, ça veut dire le classement, quand 100% de la population est dans la zone, à ce moment-là, il n'y a plus de classement non plus. Vous comprenez qu'on arrive au bout de l'idée d'aire urbaine, puisque tout le monde va être dans l'aire urbaine. Bon. Donc je pense qu'il y a quelque chose... il y a des mouvements
il y a des évolutions de la répartition de la population, je veux bien en dire quelques mots tout à l'heure, mais on voit bien que le vocabulaire, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Quand on dit l'espace rural n'existe pas, c'est une vision de l'esprit, parce que par d'autres aspects, bien sûr que l'espace rural existe. C'est une relation, par exemple, c'est une relation à la distance qui n'a rien à voir avec la ville, la distance. Hein, je vous laisse en plan quelque part dans la ville de Nantes, je vous dis on se retrouve ici, c'est pas pareil que si je vous laisse en plan à Tréfieux ou à Saint-Même-le-Tenu. Et puis il y a aussi, on voit ça émerge dans les sciences humaines et sociales, il y a quelque chose qu'on avait complètement occulté, on était vraiment dans le socio-économique, mais l'humain, le sensible, l'imaginaire, on voit bien qu'il revient. Et dans les sciences humaines et sociales, on voit comment la question du corps dans l'espace revient. Et moi j'ai des étudiants, quand je leur dis qu'est-ce que c'est que l'espace rural, ils me disent c'est là où on voit les étoiles la nuit. C'est une expérience sensorielle, ça existe. Hein, et donc, il me semblait que c'était important de dire, ok, il y a des statistiques qui disent que la campagne n'existe plus, tout est urbain, tout est grand pôle urbain, très très bien, il n'y a pas de dynamisme en dehors des très grands pôles urbains, très très bien. Bon, pourquoi pas, on peut se poser des questions sur la Vendée, sur le Morbihan, bon, mais enfin bon, on est dans un discours dominant. Et moi je trouvais que c'était intéressant de dire, mais attention, mais de quoi on parle ? Et j'ai essayé sur cette planche de vous montrer qu'on pouvait dire tout et son contraire. Je peux vous prouver avec les mêmes chiffres, selon les seuils que je pose, que 80% de la population de l'Ouest est rurale, ou qu'à 80% elle est urbaine. C'est juste une question de seuil. Donc on a pris 2000 habitants. Vous savez que l'INSEE prend unité urbaine, 2000 habitants agglomérés. 2000 habitants agglomérés, objectivement, est-ce que c'est de l'urbain ? Moi, ça me pose une question, parce que c'est un seuil qui existe en 1850 à peu près, qu'il a été créé. 1850, 2000 habitants agglomérés, c'était des petites villes comme Châteaubriand, Ancenis, certainement qu'on était dans l'urbain. Le problème, c'est que le seuil, il a 150 ans. La population française a augmenté de 50%, donc le seuil, on aurait dû le remonter à 3005 déjà. Mais en plus, il y a eu des phénomènes de concentration pour dire que une grande ville, c'était peut-être 10 000 ou 100 000 habitants il y a 150 ans. Aujourd'hui, une grande ville, c'est 10 millions d'habitants. Donc, on a laissé le seuil. Et comme si de rien n'était, comme si le monde était celui de 1850, on dit une unité urbaine, c'est 2000 habitants agglomérés. Grosso modo, le moindre patelin de Loire-Atlantique, potentiellement, est une unité urbaine. Est-ce que ça a du sens ? En termes de distinction, ça n'a certainement aucun sens. Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, le seuil de l'urbanité, c'est-à-dire d'une véritable urbanité, on le trouve, je le pense, mais je suis pas, c'est partagé par d'autres personnes, hein, à peu près 10 000 habitants. Oui, à 10 000 habitants, on va avoir une morphologie urbaine, on va commencer à avoir des problématiques urbaines, on va avoir une économie plutôt caractéristique de l'urbain. Mais je pense qu'il faut arrêter de penser que l'unité urbaine, 2000 habitants agglomérés égale unité urbaine égale citadin. Ça n'a aujourd'hui aucun sens. Et pour poursuivre un petit peu sur cette question-là, la Datar, dans un document publié en 2003, Quelle France rurale en 2020, la légende de la carte qui était donc conçue pour répondre à cette question, quelle France rurale en 2020, mettait clairement dans la légende une catégorie, les campagnes des villes. Ça, là aussi, ça brouille d'autant plus, je dirais, la manière de penser les choses. Les campagnes, pas l'espace rural, mais les campagnes associées aux villes, hein, pour mettre en avant, quelque part, agréger une partie de ces espaces différents, moins denses, aux stratégies des villes, avec comme postulat que globalement, finalement, c'est toujours les villes qui vont s'étendre. Et comme l'indiquait Valérie, il y a eu plusieurs, les ZIAU, qui étaient une distinction statistique, elles ont évolué et il y arrivé un moment, toute la France pratiquement était couverte. Donc on voit bien, il y a eu d'abord les ZPIU, zones de peuplement industriel et urbain, créées dans les années 60.
20 ans plus tard, tout était ZPU. Là, on a inventé les aires urbaines. 20 ans plus tard, tout est aire urbaine. Ça montre bien qu'on est dans des mutations très importantes. Moi, j'en arrive même à penser quelque chose de... Je vous le soumets, vous allez peut-être lever les bras. Quand on regarde des statistiques sur le long terme, on voit qu'à partir de la révolution industrielle, donc plutôt 1850 en France, on a eu un phénomène... Bon, avant, les populations plutôt paysannes, bien sûr, réparties de façon relativement... des équidensités, on va dire ça comme ça, à peu près à la surface dans le monde occidental, enfin européen. À partir de 1850, quand on voit les statistiques, parce qu'on a des statistiques de la France, on voit comme une sorte d'inspire, c'est-à-dire que la population se concentre dans les villes. Elle se concentre dans les villes jusqu'en 1968. 1968, c'est la date où la population française est la plus concentrée dans l'espace. Depuis, ça expire. On appelle ça du périurbain, mais moi, je vous assure, aujourd'hui, on ne peut plus parler de périurbain. Tout l'ouest s'accroît. Tout le sud s'accroît. Est-ce que c'est autour de Nantes? Mais c'est partout. Donc moi, je pense aujourd'hui qu'il faut qu'on arrête presque de penser à l'idée d'un périurbain, mais qu'on imagine qu'en fait, la population, avec l'automobile, avec Internet, il y a des espèces de rétraction spatio-temporelle. La population est en train de expirer. Et on a une rediffusion, une redistribution de la population dans l'espace en relation avec les nouveaux systèmes économiques, techniques dans lesquels on vit. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter. Pour le moment, on n'a pas la preuve que ce mouvement de rediffusion dans l'espace est des signes de faiblesse. Et je pense qu'il faut qu'on commence à penser notre société différemment. C'est-à-dire, on va vers une nouvelle distribution de la population dans l'espace qui est sans doute beaucoup moins concentrée. Alors, il va falloir y réfléchir comment on organise ça. Et pour continuer, on a quelques planches dans l'Atlas qui vont dans ce sens, notamment au travers phénomène qui a pour conséquence un certain appauvrissement des paysages avec une diffusion, je dirais, stéréotypée de l'habitat dans ces campagnes sous forme de lotissements qui ont tous le même visage, lotissements qui, au final, n'apportent rien dans les espaces où ils se développent. J'entends bien tout ce que vous dites, et notamment sur ce que vous disiez sur les nouveaux types de relations entre ville et campagne, et même la difficulté de définir ce que c'est que la ville et la campagne. Et c'est sans doute quelques-uns des aspects les plus intéressants de votre livre. On y reviendra. Mais il me semble quand même que cet urbanocentrisme que vous reprochez aux statisticiens s'explique assez bien. On peut proposer une autre périodisation que la vôtre, et qui, à mon avis, est particulièrement adaptée à l'Ouest. Quand on regarde sur une longue période, disons à partir de la Révolution, on voit bien que c'est l'opposition entre les villes et les campagnes, dans une région de campagne densément peuplée et plutôt faiblement urbanisée, Nantes étant une relative exception, c'est cette opposition entre les villes et les campagnes qui va durablement structurer tout le champ politique. Et ça, c'est quelque chose qui, grosso modo, va durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Enfin, les analyses de Siegfried, quand il parle de l'Ouest comme d'un pays d'autrefois, c'est bien de cela qu'il parle. Et puis on a, après la Seconde Guerre mondiale, notamment à partir des années 50, une formidable urbanisation de la France, et qui est particulièrement marquante dans l'Ouest en raison même du retard d'urbanisation de l'Ouest. Et cette urbanisation est largement alimentée par l'exode rural, dans un premier temps, qui coïncide avec la révolution agricole. Enfin, on passe d'une agriculture de subsistance, une agriculture autocentrée, à une agriculture branchée sur les marchés internationaux. Et ça a des effets importants. La deuxième phase de cette période, c'est la périurbanisation, qui voit notamment dans le champ politique l'exportation à partir de la ville de modèles de comportement, de consommation plutôt urbains. Le succès du socialisme municipal dans l'Ouest, c'est largement ça, à mon avis. Et puis il me semble que
là, aujourd'hui, on est entré dans un troisième âge, dans une troisième période, qui serait une période où la ville comme la campagne ont un peu de mal à se définir. La campagne, parce que pour la première fois, depuis quoi ? Depuis le néolithique, les paysans y sont devenus très minoritaires. Et la ville, parce qu'elle s'étale considérablement et elle doute aussi de ses fonctions de centralité. Est-ce que c'est une analyse qui vous choque ou... Je pense que c'est une analyse intéressante. Elle est bien sûr à mettre, à mon avis, en relation avec toutes les mutations macroéconomiques. En fait, la ville, elle s'est construite sur la révolution industrielle. Donc l'industrie, autant l'agriculture est une activité économique qui, enfin traditionnellement, on va dire maintenant c'est un peu varié, mais enfin traditionnellement qui se diffuse dans l'espace, alors que l'industrie est une activité qui se concentre dans l'espace. Et donc en fait, l'industrialisation a soutenu une concentration des êtres humains à la surface du globe. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas interpréter ou lire la réalité qui nous entoure, les mouvements de population locaux, sans aussi prendre en considération le contexte macroéconomique dans lequel on se trouve. On voit bien qu'on a eu une phase, on va dire, une économie agraire qui a duré des milliers d'années, mais on voit que la phase industrielle, elle a duré 3 siècles, mais certains économistes arrivent à penser que voilà, il a fallu peut-être 10 000 ans pour passer de 100% d'agriculteurs à 5% d'agriculteurs pour nourrir tout le monde, mais peut-être qu'il faut que 2 siècles pour passer de 40 ouvriers pour faire des biens à peut-être 5% de la population qui, en étant ouvrière, suffirait peut-être à équiper tout le monde. Et donc on arrive aujourd'hui dans une nouvelle société qui est en train de se dessiner, dont on ne sait pas bien les contours, qui serait une société de quoi ? Ce n'est pas une société de production de biens alimentaires, ce n'est pas une société de production de biens, une société peut-être de services, mais de quelle nature ? Dans un monde où la technique a considérablement évolué. Donc on voit bien qu'il y a des mutations macroéconomiques très importantes, on a une rétraction de l'espace et du temps, et donc on a une redistribution des cartes. À mon avis, les modèles sur lesquels on a vécu ne sont pas les modèles vers lesquels on va. Et je pense qu'on a besoin la ville comme la campagne a besoin d'imaginaire. J'ai rencontré un architecte suisse très intéressant au colloque qu'on a organisé au mois de juin à l'université sur la question de l'innovation dans les espaces ruraux, où il dit l'imaginaire rural est en panne, la représentation qu'on a du rural est en panne. Il n'y a pas de discours sur la campagne, il n'y a pas de discours sur l'urbanisme rural, il n'y a pas de discours sur à quoi sert la campagne. Ça manque. Parce que sans doute qu'on peut trouver, enfin lui c'était son discours, que la ruralité, la campagne, a quelque chose à apporter dans le monde vers lequel on va. La ville aujourd'hui, elle a sans doute, parce que le modèle urbain, strictement urbain, hyper dense, a ses limites aussi. Et donc, sans doute, il y a à réfléchir sur le futur de la ville et le futur de la campagne de façon renouvelée. Et c'est pour ça que dans le dernier chapitre de l'Atlas en particulier, on a aussi essayé de comprendre comment la campagne était appréhendée, était imaginée quelque part. Quelquefois, certains vont aller chercher dans leurs racines, et puis d'autres, des urbains, ont des images, des stéréotypes qui peuvent exister par rapport à ces images, d'où la réalisation, par exemple, de cartes un peu mentales de ce type-là, réalisées par Olivier Lemire, qui est un marcheur. Il dit lui-même « je marche pour découvrir, sentir, percevoir les lieux, leur sens un peu profond, et partant de là, je suis capable de les matérialiser sous forme de cartes de ce type. » Et notre objectif, c'était aussi de dire que l'Ouest, enfin les campagnes ont toujours été l'objet un peu d'imaginaire, qu'on va retrouver au travers de la bande dessinée, par exemple, mais qu'on va retrouver aussi, par exemple, dans les ronds-points.
qui sont ce que certains appellent des paysages évanescents. Hein, on peut avoir des aménagements de ronds-points qui vont durer quelques années, puis on va retransformer ce rond-point, mais on y met une image. On y met ce que l'on voit, ce que l'on veut que les gens voient de la campagne environnante, dans un certain nombre de petites villes, par exemple. Oui, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que un des aspects les plus intéressants de votre livre, c'est précisément tout cela, quoi. C'est cette mise en évidence des troubles de la perception traditionnelle qu'on a de la campagne et en creux de la ville, les porosités nouvelles qui existent entre ces deux espaces et les deux types de population. Il y a vraiment une multitude d'exemples. Valérie Jousseau, vous y avez fait allusion tout à l'heure. Vous signez un texte réinventé, un urbanisme rural contemporain. On a tout un chapitre, vous savez, du modèle agricole intensif à la map. On voit bien le développement de l'agriculture de proximité, voire de l'agriculture urbaine maintenant dans certains endroits. Il y a les cartes imaginaires que vous avez montrées, ou bien des productions agricoles originales. Là aussi, vous y consacrez un texte, des lapins, du lin, des semences qui échappent au modèle traditionnel. On pourrait développer un peu cet aspect-là maintenant, peut-être à partir d'un ou deux exemples, d'une ou deux cartes. Je veux bien présenter Olivier Lemire, enfin, par exemple, l'exemple de tout à l'heure, l'imaginaire. Alors, bon, je sais qu'on faisait référence tout à l'heure à Alain Croix qui avait fait un commentaire qui semble pas avoir beaucoup apprécié Olivier Lemire. Peut-être que l'aventure est dans le pré. En fait, peut-être que à relire, c'est marrant parce que quand on fait un atlas, on a l'impression, quand on l'écrit, que les cartes et les textes sont bien en relation. Et moi, quand j'ai relu vraiment a posteriori, il y a quelques planches où je me dis, que j'ai écrites, je me dis là, j'aurais pas dû écrire ça comme ça, finalement, c'est pas assez proche. Bon. Et j'ai relu L'aventure est dans le pré de Olivier Lemire, et peut-être ça a été pas très bien expliqué, et on aurait peut-être dû mettre ces schémas-là. Olivier Lemire, en fait, ça nous a paru très intéressant, il n'est pas du tout géographe, mais c'est pour vous montrer ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'imaginaire rural, comment on peut se le réapproprier. Et lui, c'est un exemple que j'ai trouvé super intéressant. C'est un homme, une belle réussite matérielle, on va dire, voilà. Et puis, à 50 ans ou 45 ans, en milieu de vie, crise existentielle. Bon. Et à partir de ce moment-là, il va essayer de retrouver du sens à sa vie, une cohérence, enfin quelque chose. Et il va très curieusement, et je trouve ça très amusant, il va utiliser quelque chose on a complètement abandonné ça en géographie, c'est un petit côté désuet, la toponymie, le nom des lieux. Alors vous savez, la toponymie était très riche, hein, dans des sociétés très enracinées, tout le monde connaissait chaque caillou, chaque creux, si c'est humide ou sec, enfin il y avait des noms pour tout. Et les villages, on a une densité de villages très importante, de hameaux, de villages, et ont des noms. Et donc lui, il a utilisé la toponymie pour se reconstruire. Et donc il est parti, il s'est dit je vais aller de la mort à la vie. Et donc il a choisi, il regarde sur Google Maps, il tape la mort. Et il regarde les villages qui s'appellent la mort, par exemple. Il y en a, alors il sait, il y en a 2 en France, 3 en France, bon. Et la vie. Et il fait un parcours, alors il passe par l'enfer, le paradis, la sagesse. Il va utiliser la toponymie pour marcher et redonner du sens à son existence. Bon. Par exemple, il y a un petit ruisseau qui s'appelle le Bonheur en France, et il a dit, voilà, pour mes 50 ans, je vais nager dans le bonheur. Alors il est parti pour nager dans le bonheur. Et alors il ne sait pas si c'est... le bonheur, en fait, c'est une rivière qui tombe dans un gouffre, dans un avène. Il dit, je ne sais pas si c'est bon signe d'avoir le bonheur comme ça qui disparaît tout à coup, puis qui s'en va sous la terre. Donc, en fait, c'est ça qui nous a paru intéressant, c'est que il a voulu entrer en contact avec nous, géographes, parce que il se disait, mais les géographes, eux, s'intéressent à la toponymie, enfin, voilà. Et nous, on s'y intéresse plus vraiment, c'était la géographie agraire un peu ancienne. Donc, on a voulu montrer, voilà, la campagne, en fait, il y a certains, ils l'utilisent comme ça, ils la voient comme ça. Et finalement, la question du développement personnel, du sens, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les campagnes. Et on peut même aller
en continuité, on a quand même beaucoup de gens qui sont en recherche de racines, d'identité. Je le disais tout à l'heure, on est dans un monde de plus en plus mobile, avec des gens, des jeunes par exemple, qui se retrouvent à vivre en ville et qui recherchent des racines. Et ça se matérialise de différentes manières. Il y a un nombre impressionnant de festivals en milieu rural, par exemple, qui met en vitrine une certaine ruralité, mais on a un nombre impressionnant. Dans les campagnes, on a, ou alors, regardez, on a une superbe photo dans l'Atlas. On remercie d'ailleurs les Puy du Fou de nous avoir envoyé gracieusement la photo. Comme ça, je peux faire un petit peu de publicité. On a des lieux emblématiques aujourd'hui qui montrent vraiment, et avec un succès indéniable, qui montrent une certaine image de ces campagnes, avec une impression qu'on en a besoin finalement. On en a besoin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a éventuellement des solidarités qui existent en milieu rural. On connaissait le voisin. On se dit bonjour en rentrant dans le magasin. On dit bonjour, bien sûr, au vendeur ou à la vendeuse, mais on dit aussi bonjour aux gens présents. On les connaît, on discute 5 minutes, etc. Même si les villages ont grossi aussi, il n'empêche qu'il y a cette solidarité qui manque peut-être aujourd'hui et que l'on recherche. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable. C'est quelque chose, on ne peut pas c'est du ressenti, ce ne sont pas des statistiques. Et finalement, c'est cette dimension-là qui est peut-être la plus difficile à cerner concrètement, mais qui aujourd'hui est la plus essentielle. Alors, votre livre, très, très classiquement, se conclut sur une riche bibliographie, une bibliographie traditionnelle, académique, mais pas seulement. Il y a aussi une filmographie et il y a même une BD-graphie, 25 bandes dessinées pour représenter les campagnes du Ponant. Parmi cette BD-graphie, il y a non, c'est pas le dernier livre, un des derniers livres d'Étienne Davodo qui vit dans le Maine-et-Loire. C'est une bande dessinée qui passionne évidemment tous les amateurs de vin, qui s'appelle Les Ignorants, où on voit, où il se met lui-même en scène avec un de ses voisins agriculteurs, enfin viticulteurs en Anjou. Et le sous-titre de ce livre est « Récit d'une initiation croisée », parce qu'on a en fait l'auteur de bande dessinée qui explique à son copain viticulteur comment on fait une bande dessinée et qui l'emmène à la ville. Et on a le viticulteur qui explique à son copain auteur de bande dessinée comment on fait du vin et comment on fait du très bon vin. Est-ce que ce récit d'une initiation croisée n'est pas emblématique de la possible nouvelle relation à rechercher entre ville et campagne? Oui, moi je pense effectivement qu'il y a des voies très prometteuses. Il me semble que donc la révolution industrielle, ça a été vraiment la montée en puissance de la ville, la victoire un peu idéologique de la ville. Bon. Donc c'est une partie de l'histoire. On voit bien qu'aujourd'hui, on est donc dans une nouvelle phase liée, comme je vous ai dit, à des mutations macroéconomiques, à des mutations techniques très importantes, liées aussi à la remise en cause de la notion de développement. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé, depuis peut-être la Renaissance, je ne sais pas exactement, que finalement le progrès technique allait nous conduire au bonheur. À la sécurité matérielle, certes, mais au bonheur. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'on est une société où, finalement, le progrès technique ne nous emmène pas nécessairement vers le bonheur, voire même parfois, ça peut être angoissant parce que ça peut être oppressif. Et puis, on voit bien aussi que la sécurité matérielle que nous avons acquis depuis 2 siècles, depuis la révolution industrielle, une sécurité matérielle remarquable, une amélioration remarquable de nos conditions de vie, etc., eh bien, on se rend compte que cette sécurité matérielle, elle ne nous apporte pas nécessairement le bonheur. Et là, je parlais avec des collègues de psychologie, on voit qu'il y a beaucoup de psychologues. Bon, elle dit finalement, qu'est-ce que c'est que le travail de psychologie? C'est d'aider la personne à quitter la dimension matérielle
dans laquelle il est très sécurisé, il est très bien, mais ça n'a pas de sens pour le ramener à de l'immatériel, pour le ramener à du sens sur sa propre existence. Mais je crois que le travail individuel que un grand nombre font, c'est aussi un chemin collectif. Je crois qu'aujourd'hui, notre société, elle est interrogée sur le sens, sur nos valeurs, sur c'est quoi le but, au fond. Et là, je crois que, pour le coup, la question de la campagne, elle est intéressante. La relation à la nature, par exemple. La question de l'ancrage de l'individu dans un espace mobile. On peut trouver plein de choses d'habiter. On parlait tout à l'heure de solidarité. C'est la question de la taille des communautés humaines. Hein, moi, je dis toujours à mes étudiants, vous n'avez pas le même comportement si vous êtes sur la plage de la Baule le 15 août ou si vous êtes en haute mer. Et vous avez vu, vous voyez pas grand monde. Vous n'allez pas avoir le même comportement vis-à-vis de vos voisins. Tantôt, vous allez avoir envie de vous en séparer, de vous protéger. Ils sont un peu envahissants. Tantôt, vous allez aller vers. Vous savez que vous êtes dans des situations où on peut avoir besoin les uns des autres. Bon, voilà. C'est ça, les solidarités. C'est la question aussi de la taille des communautés humaines. Et donc, il me semble que la campagne, elle peut avoir des choses à transmettre, à partager. Elle a beaucoup reçu de la ville, voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des réflexions à avoir, par exemple, sur la taille idéale, on va dire, des communautés humaines pour une vie, pour du lien social, pour du lien intergénérationnel. La taille aussi des communautés humaines, par exemple, sur la question de notre relation à la nature. Les besoins humains, peut-être de se relier à la nature, de refaire un nouveau contrat avec la nature. Donc effectivement, moi je pense qu'il y a vraiment des choses aujourd'hui à partager. Alors est-ce que c'est une initiation croisée? Je ne sais pas. Je pense que la question de la réception de la question urbaine, des pratiques urbaines dans la campagne, elles existent déjà. Je pense que pour que ce soit croisé, aujourd'hui, c'est sans doute une plus grande ouverture de la ville par exemple, à la façon d'habiter la campagne. Je prends l'exemple du village et du lotissement. Un village, c'est économe en place, c'est favorable au lien social, il y a des communs, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour que ce soit croisé, c'est pas tant que les ruraux s'ouvrent encore davantage. Je pense que la banalisation de notre société et des formes d'urbanisation, elles sont acquises. Aujourd'hui, il me semble que les campagnes peuvent avoir quelque chose à apporter. De nouveau, hein, on va pas faire du 19e siècle, on va pas refaire à l'ancienne, on va pas rejouer la scène, mais plutôt en quoi des façons d'habiter un espace, en quoi la petitesse des communautés humaines, en quoi des formes, je sais pas, d'autonomie alimentaire, énergétique qui a pu exister relativement tardivement dans les campagnes, ça peut être réapproprié par des citadins, par exemple. Oui, je pense qu'il y a vraiment des choses à croiser. Avec éventuellement des effets de balancier. Par exemple, l'agriculture. L'agriculture, il n'y a rien de plus transversal. On peut faire de l'agriculture partout, en plein centre-ville, si on décide de garder, d'avoir un champ ou un verger. Hein, pas forcément un champ, mais un verger en plein centre-ville. Hein. Et quand on regarde... C'est en train de se faire. Oui, non, mais c'est pour ça que je le dis. Et c'est vraiment, dans les campagnes, la tradition d'avoir son jardin, après, où commence, où s'arrête l'agriculture, il y a ça aussi. On a, dans les campagnes, on avait l'habitude de faire ces jardins. Le mouvement s'est développé dans les villes sous forme de jardins collectifs à partir des années 1900, la Belle-Émire, dans la région nord, pour occuper l'ouvrier. L'ouvrier qui, déjà, à l'époque, avait un certain manque, éventuellement, un besoin de retravailler cette terre. Rien que ça. Et aussi se nourrir sainement. Hein. Et aujourd'hui, on voit ces jardins collectifs, jardins partagés, il y a différentes manières de les qualifier. On les voit aussi apparaître dans les campagnes. Donc là aussi, il y a une certaine forme d'hybridation. Pourquoi dans les campagnes, alors que tout un chacun a éventuellement une maison individuelle bien au milieu de sa parcelle et du terrain autour pour faire du jardin? Parce que chez soi, éventuellement, on va avoir un jardin d'agrément, pas un potager. Par contre, on ressent toujours ce besoin d'avoir ce lien avec la terre, l'alimentation.
Et donc, on voit se développer des jardins collectifs aussi dans les campagnes. Mouvements, des éléments qui étaient en campagne, qui sont partis en ville, repensés, éventuellement retravaillés dans les villes et qui vont revenir ensuite dans les campagnes. Gabriel. Oui, je voudrais vous poser une question qui est liée à l'actualité. Vous avez parlé de victoire idéologique de la ville tout à l'heure. Alors, il y a une actualité sur la question. Il y a le bouquin de Christophe Guilluy qui vient de sortir sur la France périphérique. Il y a 3 pages dans Libération hier sur le sujet, dont un géographe nantais d'ailleurs qui s'exprime, Jean Rivière. Jean Rivière qui réalise d'excellentes cartes électorales dans le dernier numéro de Place Publique. Et qui a fait des cartes électorales. Qui a collaboré à cet atlas. La thèse de Christophe Guilluy, pour la résumer grossièrement, il y a un discours métropolitain, la métropole est le territoire de terrain de jeu des élites et leur obsession. Et il y a des espaces périphériques ou périurbains, ruraux qui se sentent délaissés et du coup qui votent Front National ou que la gauche a perdu. Comment ce travail sur la France périphérique, ça résonne par rapport à vos travaux sur l'Ouest? Il y a quelque chose ou alors ces thèses sont discutées, Guilluy? Comment ça résonne par rapport à votre travail, ça? Vous n'êtes pas forcé d'être du même avis, d'ailleurs. Alors, j'ai pas lu la thèse dont vous faites écho. La question, la France périphérique... moi, j'ai pas du tout cette approche. C'est vrai qu'il y a un discours sur la relégation. Il y a beaucoup de discours sur la relégation. En substance, que finalement, ceux qui habitent à la campagne, c'est vraiment ceux qui ne peuvent pas habiter en ville. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Moi, je suis... il y a une thèse que je vais co-encadrer avec François Madoré, d'une étudiante qui va commencer à travailler sur cette question-là en Loire-Atlantique. Alors, pas à proprement parler de la relégation, mais est-ce qu'il y a vraiment une aggravation de la ségrégation sociale ? Par exemple, dans la région nantaise, c'est évident que les campagnes sont pas du tout en relégation, elles sont plutôt en amélioration de leur niveau de vie, de leur niveau, on va dire, d'éducation, etc. Donc on n'est pas du tout dans des formes de relégation où finalement la périphérie urbaine serait une concentration de gens délaissés, abandonnés. Et puis il y a un autre aspect aussi dans toutes les approches sur la question de la relégation, c'est que par exemple, les ouvriers sont plus nombreux dans les périphéries. Dans les périphéries. Oui, mais c'est là où le travail ouvrier se concentre. Les cadres supérieurs sont les plus importants, les plus nombreux dans le centre de la ville. Ben oui, c'est là aussi où il y a le plus d'emplois. Donc, les gens, normalement, logiquement, il va déjà y avoir une installation de cadres supérieurs à l'endroit où il y a des emplois. Par exemple, on a montré en Loire-Atlantique que les populations les plus immobiles, les plus proches de leur emploi, c'était les ouvriers. Les ouvriers sont les gens qui s'installent le plus proche de leur emploi, que ce soit à la ville ou à la campagne. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de concentration ouvrière dans certains secteurs ruraux ? C'est parce que c'est là où sont les emplois ouvriers aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut être très prudent. Il faut déjà pondérer tout ça avec la localisation de l'emploi, par exemple. Et donc, moi, je suis très prudente. De la même façon, quand on dit les périphéries votent Front National, il faut faire attention, parce que quand on regarde une carte de la France, le vote Front National, il n'est pas périphérique, il est régional. Donc, ça dépend à quelle échelle on réfléchit aussi. Le vote Front National en France, il est quand même plutôt le nord-est et le sud-est. Il n'est pas... Donc après, à d'autres échelles, on va dire oui, il est périphérique, mais il n'est pas majoritairement périphérique. Il est d'abord dans une logique régionale à l'échelle de la France. Donc, moi, personnellement, cette vision de la campagne comme étant une périphérie et une périphérie malheureuse, ça ne correspond pas vraiment à moi ce que j'observe. Mais je ne travaille pas strictement sur ces aspects-là. Alors dans l'Atlas, on a une fiche en particulier qui évoque la question de la pauvreté rurale. Elle existe. C'est un fait. Est-ce que majoritairement, ce sont des personnes qui viennent de la ville et qui vont venir habiter ces campagnes ? Non. Est-ce que cette pauvreté, alors même si on a effectivement mis en exergue
la pauvreté rurale. Mais surtout parce qu'en général, elle est peu analysée, elle est peu connue, cette pauvreté, dans sa réalité. Hein. Donc elle est mise en avant dans l'Atlas aussi pour dire que c'est un fait, mais que ce n'est pas une généralité non plus. Hein. Alors sachant que ce géographe s'appuie énormément sur des statistiques. Et ça renvoie au commentaire qu'a fait Valérie au départ, à savoir que des chiffres, vous pouvez leur faire dire beaucoup de choses. Un pourcentage, pour les votes Front National, si vous prenez 2%, 3%, 5% comme seuil minimal, vous n'aurez pas la même carte non plus. Et d'une certaine manière, nous, notre ouvrage, on veut s'affranchir aussi pour partie, parce que on est bien obligé de se reprendre ces découpages administratifs, mais on a essayé de s'affranchir un peu de ces découpages systématiques, hein, et donc des statistiques aussi un petit peu officielles. Pour preuve, les cartes d'occupation agricole du sol, on n'a pas utilisé les données du ministère de l'Agriculture, le recensement général de l'agriculture, d'une part parce que au niveau, pour obtenir, on n'arrête pas de parler d'accès aux données, on n'arrivait pas à avoir les données de base. Nous, on avait besoin des questionnaires, des réponses aux questionnaires posés aux agriculteurs, et que cet accès-là, il est très très compliqué. Il faut avoir une accréditation, aller à Paris signer des papiers, faire reconnaître ses empreintes de main pour avoir un boîtier chez soi et pouvoir se connecter et utiliser les données. Donc on ne pouvait pas avoir accès, donc on s'est affranchi et on obtient des cartes qui sont relativement un petit peu plus originales. Donc, je dirais, il faut le type de réflexion qui a été conduit dans cet ouvrage sur la France périphérique repose avant tout sur des exploitations statistiques. Elles ne sont pas pondérées par des approches beaucoup plus sensibles, justement, des situations. Il y a des réalités, c'est certain, mais il y a toujours moyen, il faut toujours les pondérer. Et même le titre, la France périphérique. Mais périphérique par rapport à quoi? C'est quoi le modèle dominant qui sert de référence? Il y en a forcément un. Or, par exemple, avec les données statistiques de 2000, 2 géographes ont produit un ouvrage. Bernard Kayser, Le renouveau rural. 90, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? La Renaissance rurale. 90. Les mêmes données statistiques, hein, Roger Béteille en a arrivé à dire la France en friche, la France du vide, la France en déshérence. Les mêmes données. Donc, ce type d'ouvrage est intéressant parce que il exploite un certain nombre de pistes, éventuellement, mais je pense, c'est la même chose. Le livre est paru hier, hein, donc on n'a pas encore eu le temps de le lire. Il reprend des thèses déjà exprimées dans des ouvrages. Il avait exprimé dans Fracture française il y a déjà 2 ou 3 ans. Mais il n'empêche que, peut-être que c'est trop orienté et ça renvoie justement à la manière de qualifier les choses. Il y a des réalités, mais est-ce que pour autant le rapport est aussi direct entre deux critères? C'est beaucoup moins évident, je pense. Oui, mais je voudrais revenir sur le contenu plus précis, parce que votre bouquin, il est vraiment très agréable à lire. Enfin, c'est l'anti-manuel scolaire, on ne s'ennuie pas une seconde, il y a un tas de choses intéressantes, et c'est vraiment un ouvrage remarquable. Merci. Mais comme pour tous les ouvrages remarquables, on a toujours tendance à aller chercher ce qui manque, et c'est ça qui est terrible. Et évidemment, j'ai trouvé... Non, mais vous avez une expression sur la Bretagne, terre de bistrot. Il y a une autre expression qu'on emploie souvent, notamment dans le domaine sportif, qui est Bretagne, terre de cyclisme. Et je m'intéressais justement à la question sportive, sur la cartographie de ce que sont les pratiques sportives dans ces campagnes. Il y a aussi des phénomènes spécifiques sur le basket, sur le ring hockey en Bretagne, sur des sports très, très particuliers. Et ça, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Alors, Christine, l'autre jour, me dit on va faire un 2e tome. Alors, un atlas, c'est un travail, je pense, vous imaginez pas le travail que c'est un atlas. Il y a 71 auteurs.
Alors, bon, on avait envoyé, voilà, on veut un texte 3000 caractères pour que ça tienne en une page, et puis 1 ou 2 excellentes illustrations. On a des collègues qui nous ont envoyé 10 000 signes, donc ils faisaient 3 pages au lieu de 1. Donc, bon, très gentiment, très délicatement, je dis, oh, ça, on comprend, on raye et tout. Après, on retend à l'auteur, bon, pas toujours content, mais voilà. Donc, voilà, des très bonnes illustrations, parfois... Ils vous envoient des cartes, enfin c'est à reprendre. Mais après, même quand tout ça c'est à peu près correctement fait, bon, les uns ont fait des cartes bleues avec du rouge, les autres du jaune avec du vert. Donc on a une cartographe, André Dubois, cartographe de Ligarin depuis 30 ans, nouvellement retraité, qui a tout repris pour que quand on feuillette, on ait l'impression que ce soit vraiment un seul et même auteur qui a fait toutes les cartes, que ce soit cohérent et tout ça. Entre le moment où on a eu l'idée et le moment où il est vraiment paru il s'est passé quasiment 3 ans, entre l'idée et vraiment la matérialité. Il s'est passé pratiquement 3 ans. Et il y a eu 1 an et demi vraiment d'un travail assez intensif. Donc c'est très lourd. Mais effectivement, alors Christine est super motivée. Moi, je me dis, eh ben, c'est du travail. Mais effectivement, il y aurait de quoi faire un tome 2 parce qu'une fois que ça a été fait, je me suis dit, mais il y a plein de choses. Alors, il y a des choses sur lesquelles on a fait une croix d'office, on s'est dit on ne va pas pouvoir tout faire. Par exemple, toutes les questions environnementales. Ça a été une posture. On a une équipe de recherche à Nantes en géographie qui travaille plutôt sur des questions plutôt littorales, environnementales. On s'est dit, bon, on va déjà faire avec notre équipe. Ça sera déjà pas mal de structurer tout le monde. Après tout, on pourrait travailler avec l'autre équipe de recherche en géographie. On pourrait faire quelque chose qui intègre l'Ouest avec le littoral, avec les questions environnementales. Pourquoi pas ? Il y a des choses qu'on a eu du mal à intégrer pour des raisons temporelles. Entre le moment où quelque chose se passe, le moment où l'information statistique chiffrée sorte, au moment qu'on construise une connaissance à peu près scientifique sur la question, il y a un temps. Ce qui manque, par exemple, c'est toute la question des crises 2008-2011. Notamment les impacts en termes d'emploi industriel et tout ça. Bon là, c'est sorti en 2014. Je vous dis, il passait 3 ans, on a commencé à le faire, on l'a pensé en 2011. C'était tout frais. On n'a pas eu le ressort, les gens, les sources pour vraiment faire qu'on ait quelque chose qui sorte sur les effets des crises 2008-2011. Et puis après, il y a plein de choses. Je me dis, mais comment est-ce qu'on n'y a pas pensé ? Effectivement, là, vous ajoutez un des éléments que je n'avais pas encore pensé. Les aspects sportifs, il y aurait fort à dire. Voilà comment on gâche une soirée. Mais non, au contraire, il faut être positif. Ça ne me gâche pas du tout la soirée, c'est positif. Je me dis, voilà, il y a des choses... je pense, bon, on a peu de collègues qui travaillent malheureusement sur la géographie économique. Hein. Ça a été une grande phase dans les années 70. Aujourd'hui, la géoéconomique, c'est pas très développé. Au moment du colloque, on est allé dans les Mauges, là, de voir l'industrie de la chaussure, etc. Je me dis, si c'était à refaire, on aurait vraiment quelque chose de certainement à creuser sur l'industrie, par exemple. Des choses plus économiques. Toi, tu vois peut-être... J'ai un dernier sujet sur lequel je voudrais avoir, mais du coup, c'est un point de vue. Allez-y, si vous voulez compléter. Ah, tout d'abord, bon, merci pour votre commentaire. Et j'insiste vraiment sur... la présence d'André Dubois, cartographe, donc qui vient de partir là, au premier semestre à la retraite, c'est vraiment grâce à elle qu'il y a le rendu visuel que vous avez. Donc ça, c'est même les photos sont un peu éventuellement travaillées pour qu'il y ait vraiment cette harmonie indispensable. Qui l'a mobilisé, c'est un atlas qui l'a mobilisé elle-même, hein, pratiquement 1 année de travail. Donc par rapport à ce que vous disiez, on est obligé de faire des choix, notamment en raison du coût aussi d'édition de ce type d'ouvrage qui coûte très cher à réaliser, qui est vendu pour un prix modique. Par contre, 35 €, vous en trouverez à la sortie. Merci. Mais en fait, on était aussi limité en nombre de pages. Automatiquement. Déjà, 300 pages, c'était quelque chose, l'éditeur, hein, au pur, il commençait à dire, c'est un peu beaucoup.
Ça devait faire 200, puis 250, puis on a annoncé, non, finalement, on va être avec la bibliographie, en remerciant aussi Daniel Sauvager qui nous a réalisé une filmographie qui n'existe pas par ailleurs, la BD-graphie en lien avec la carte qui a été réalisée. Donc on a ajouté des pages. Donc après, effectivement, il faut faire des choix. Et on a fait en fonction je dirais, un peu de l'urgence. Quels sont, d'une certaine manière, quels sont les thèmes qui nous paraissent les plus indispensables pour qualifier aussi cette campagne? D'où cette première partie, surtout sur les populations, la structuration de l'espace, la fonction agricole. Dans l'Ouest, ne pas faire un chapitre sur l'agriculture. Moi qui travaille sur les questions agricoles, je pouvais faire la classe uniquement sur l'agriculture et on n'aurait pas épuisé les 300 pages. Donc c'est vrai qu'il faut faire des choix raisonnés en se laissant une marge de manœuvre pour un tome 2. Parce que moi je suis persuadée, il y a une vraie... Je ne suis pas originaire de la région, moi je viens de la région du Nord. Or je suis persuadée qu'il y a vraiment matière, que la région de l'Ouest c'est une région assez passionnante, en raison de ses diversités, et notamment de la diversité de ses campagnes. Une petite question très rapide, une dernière avant de laisser la parole à la salle, mais c'est plutôt votre point de vue. Vous évoquez toutes les festivités populaires, les festivals, la fête du pain, la fête du boudin, ou les deux, le Puy du Fou, etc. Et moi, il y a un phénomène qui me surprend, c'est l'arrivée dans les campagnes du country, ou des fêtes country, de country music. Et ça, c'est un phénomène extraordinaire, parce que si vous regardez les calendriers des fêtes dans les villages, en Maine-et-Loire, en Vendée, etc., il y en a partout. Il y a eu un festival à Châteaubriand là, au mois d'août pendant 3 ou 4 jours, où on voit arriver les agriculteurs du coin avec le Stetson. Ils prennent des cours de danse comme dans le Middle West américain, et ça prend... Alors peut-être que ces générations-là, la fête des battages et tout ça, c'est un peu loin d'eux, et que c'est leur culture, ils ont écouté cette musique-là quand ils étaient jeunes, mais d'un coup, l'impression que c'est une espèce d'importation d'un autre modèle, et qui s'implante comme ça dans les campagnes très très vite, et qui est très lié à la ruralité. Ouais. C'est très curieux, je ne sais pas si vous avez regardé ça de près ou pas. Mais... Non, on n'a pas regardé, mais pour le prochain, on aura une fiche « Le country à la campagne », ou peut-être le 3e tome. Mais c'est toujours la même, je dirais, un peu le même point de vue. Pourquoi pas dans les campagnes ? Parce que finalement, il y a la facilité de diffusion des informations, des modes, font que tout phénomène peut se diffuser aussi aujourd'hui très facilement dans les campagnes. Et c'est d'autant plus facile lorsque vous avez des populations qui ne sont pas originaires d'une région donnée, avec des regroupements, éventuellement des associations de différentes natures, qui vont regrouper des habitants de ces campagnes, mais qui, elles, viennent d'ailleurs. Bien, il est grand temps de vous donner la parole pour interroger, contester, témoigner, protester, enfin, comme vous voulez. Là, vous abordez surtout les campagnes de l'Ouest, mais en fait... c'est le sujet du livre. Oui, mais quelle spécificité par rapport, on va dire, à l'ensemble de l'aspect francophone, du moins français, c'est-à-dire, oui, là, vous vous concentrez sur, on va dire, une analyse régionalo-centrée, mais en fait, quelles sont les spécificités des campagnes de l'Ouest par rapport aux campagnes françaises ? Alors, ce sont des... Alors... Il y a Nicole Croix dans la salle, il y a Jean Renard. Ce sont des campagnes, on avait fait un colloque il y a quelques années maintenant, je ne sais plus la date, 2000, qui s'appelait des campagnes vivantes. Les campagnes de l'Ouest sont des campagnes vivantes au sens où ce sont des campagnes qui ont des densités, qui ont conservé des densités humaines très fortes pour la campagne. Donc on est sur du 80 habitants kilomètre carré. Ça peut monter à 100 habitants kilomètre carré, donc ça peut descendre un peu à 50, mais on est quand même sur des campagnes qui sont densément peuplées. Ce sont des campagnes qui n'ont pas été saignées par l'exode rural, parce que c'était des campagnes qui avaient une fécondité relativement forte, et en même temps c'était des campagnes qui ont tout fait pour essayer de limiter l'exode rural vers la ville.
Donc on a des campagnes de forte densité. Ce sont des campagnes qui ont, après la Seconde Guerre mondiale, avec l'automobile, voilà, ce sont des campagnes qui ont participé à la révolution industrielle, à la révolution productiviste. Donc ce sont des campagnes où l'agriculture a connu la révolution productiviste. Ça a été de pair avec des formes d'industrialisation dans les campagnes. Donc, avec les usines à la campagne, hein, aussi bien en Bretagne qu'en Vendée, alors évidemment, en Basse-Normandie aussi. Voilà. Après, il y a quelques profils plus sociologiques qui ont pu être décrits par Siegfried, par exemple, hein, qui sont restés très réels jusqu'au moins dans les années 80. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut en rediscuter, mais c'était des campagnes donc, qui étaient très catholiques, avec un enseignement catholique très présent. C'était des campagnes où on avait une formation courte, une formation professionnelle, où on essayait où la réussite sociale, c'était de créer de l'emploi sur place pour permettre aux gens de la commune de rester sur place. Hein. On n'est pas du tout dans des campagnes comme le Midi-Pyrénées, où le but, c'était d'avoir son bac et puis de devenir fonctionnaire à Paris. Donc voilà un certain nombre il y en a peut-être d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit, mais oui, effectivement, il y a une vraie originalité. Alors bon, les limites, vous savez, les limites sont un peu floues. Alors je ne peux pas vous assurer que la limite de profil que je viens de faire passe exactement sur la limite administrative de la région Poitou-Charentes, la région Pays de la Loire, Basse-Normandie. On est d'accord, il y a un épicentre de ce que je viens de vous décrire qui se situe, qu'on appelle l'Ouest intérieur, qui va de La Rochelle à Saint-Malo, et puis en faisant une grande nébuleuse, grosso modo. Mais il y a une vraie originalité. C'est aussi des campagnes hein, qui ont qui sont restées très agricoles, hein, une activité agricole très importante. C'est un des endroits où il y a la plus grande concentration d'agriculteurs en nombre hein, en France. Et d'une certaine manière, dans l'Atlas, on a aussi essayé de mettre en perspective, de pratiquer des changements d'échelle. Et vous avez un certain nombre de cartes qui, justement, repositionnent l'Ouest dans l'ensemble national, dont quelquefois des planches où il n'y a justement que des cartes nationales. Donc, je dirais, la dimension, la comparaison, entre guillemets, avec le reste du territoire national n'est pas absente du contenu, de la même manière que parfois on a ciblé des agglomérations spécifiques, voire des communes particulières, voire même des parcelles différentes. Donc on a joué sur les échelles. Et ensuite, la spécificité de l'Ouest, elle est liée fondamentalement au projet de recherche que l'on a déposé, puisque, je vous ai dit tout à l'heure, DITFOR, c'est dynamique territoriale et foncière du rural en transition de l'Ouest. Or, pour déposer ce projet de recherche, on s'est justement appuyé sur la carte de la DATAR, Quelle France rurale en 2020, qui, dans sa légende, mettait en avant cette idée de rural en transition. Et quand on reprenait la carte de la France, ce rural en transition caractérisait avant tout l'Ouest. Il y en avait très peu à ce moment-là ailleurs. Et cette dénomination, elle n'est pas inintéressante. C'est-à-dire un rural, encore rural, mais qui pour les responsables de la DATAR ne serait plus rural demain. Et un des enjeux aussi des campagnes de l'Ouest, c'est de se dire, nous sommes une région attractive, beaucoup de population va encore arriver. Donc les densités vont augmenter, l'étalement urbain va-t-il encore se poursuivre? Aura-t-on encore des campagnes demain dans l'Ouest? Ou tout le moins des espaces tels qu'on les a qualifiés. Et il y a aussi un enjeu, je dirais, stratégique, politique derrière. Voilà pourquoi la Loire-Atlantique n'est pas la Lozère. Une autre intervention, monsieur? Oui, bonjour. Je viens d'entendre et apprécier des analyses qui disent essentiellement les campagnes, ce sont les espaces en dehors des villes. Hein, ce que vous avez donné comme définition au départ. Moi, je m'interrogeais si une définition des campagnes plus moderne ne pourrait pas être, c'est ce qui est
en dehors des lignes, en dehors des axes, et non pas des centres au sens urbain. Pourquoi ? Parce que ce qui fait la modernité de notre... Vous avez parlé des déplacements, mais ce qui fait la modernité de nos espaces aujourd'hui, c'est justement les lignes. Bon, est-ce qu'il y a une campagne entre Nantes et Saint-Nazaire ? Est-ce qu'il y a une campagne le long du littoral ? Le conservateur du littoral nous dirait qu'il y en a parce qu'il cherche à en maintenir des espaces. Mais bon, vous voyez, donc une autre forme d'analyse. Est-ce que vous avez eu d'autres formes de démarche, d'analyse ? Merci. Prenez le temps de la réflexion, mais pas trop quand même. Non, mais c'est vrai que la question de la délimitation aujourd'hui de la ville ou de la campagne, elle est extrêmement difficile. Parce que il n'y a pas... On peut prendre un indicateur. Alors effectivement, il y a des sommes d'indicateurs qu'on peut prendre, et celui que vous proposez, il est juste. La question des réseaux, c'est utilisé par exemple pour dire qu'est-ce qui est urbain, qu'est-ce qui est suburbain. Donc c'est là où il y a du réseau, du bus ou une chose comme ça. Alors ce qui serait rural serait... Mais vous voyez qu'une telle définition, par exemple, tout ce qui va être liaison satellite ou aérien, enfin onde, ça va pas. Alors les zones blanches, mais il y a des zones blanches en ville. Il y a des zones blanches à Saint-Sébastien. Bon. Alors, est-ce que pour autant, c'est la campagne, sous prétexte que c'est une zone blanche Donc, c'est une vraie question. Je ne pense pas qu'on puisse... Objectivement, je ne pense pas qu'on puisse la trancher. Quelles sont les limites? Comment définir la campagne? Il y a plein d'angles. On a pris tout à l'heure des indicateurs socio-économiques, on peut prendre des indicateurs de réseau, mais on pourrait prendre des indicateurs sensoriels. À partir de quand est-ce qu'on voit, je ne sais pas, la Voie lactée? Si on ne la voit plus, c'est qu'on imagine qu'on a une luminosité et donc on serait dans la ville. Il y a plein de façons d'aborder la question et c'est une question qui est très difficile. Peut-être qu'il faudrait... Une autre manière de voir les choses, c'est de dire la ville, c'est le vertical, la campagne, c'est l'horizontal. On retrouve un peu vos lignes. Même si Nantes est une ville peu verticale, à l'exception de l'endroit où nous nous trouvons. Madame. Oui, bonjour. Vous avez utilisé le mot campagne. Alors moi, je suis venue ici parce que j'ai entendu le mot campagne, et derrière le mot campagne, j'ai entendu le mot terre, et derrière le mot terre, j'ai entendu agriculture. Et je pensais pouvoir échanger sur la productivité humaine dans l'agriculture ou la productivité de nos terres qui ne progressent pas comme la productivité humaine, même agricole. Et je me retrouve ici à avoir plutôt une analyse territoriale. Alors pourquoi avoir utilisé le mot campagne et non pas nos territoires qui font appel justement à de l'urbanisme, à de l'agriculture à la fois, à plein de choses comme le vélo, comme le sport et tout. Pourquoi ce mot campagne et pas le mot territoire qu'on trouve dans des notions d'aménagement ? Alors, avant de donner la parole à nos invités, c'est aussi dû à la manière dont j'ai orienté le débat, puisque j'ai bien dit que c'était le Conseil de développement de Nantes Métropole, que c'était une revue urbaine qui organisait le débat. Et donc, ce n'est pas les campagnes en tant que telles qui nous intéressaient, mais c'était plutôt le rapport entre les villes et les campagnes. Ce qui a biaisé, si vous voulez, le débat. Et je pense qu'on va vous répondre que dans le livre, il est question aussi largement de production agricole. Les campagnes ne sont pas agricoles, ou ne sont pas seulement agricoles. C'est, je dirais, quand on utilise le terme vous avez des campagnes industrielles. Les districts industriels mis en avant par Marshall, au fin 19e, on est dans ces logiques aussi de campagne. L'agriculture est une activité qui a pour particularité, d'une certaine manière, d'être présente partout. Est-ce que l'activité agricole seule qualifie un espace ? On va mettre en avant des paysages agricoles, par exemple, mais qui vont supposer une autre chose que la seule intégration de l'analyse de l'agriculture. Donc, l'agriculture, on en parle parce que c'est fondamental. Moi qui travaille plutôt sur les questions justement agricoles, agroalimentaires, c'est le message que j'essaie de faire passer aux étudiants, justement qu'on ne s'intéresse peut-être pas suffisamment à ces questions agricoles. Mais le terme campagne pour nous est un terme beaucoup plus générique, d'un type d'espace. Le territoire, c'est aussi un type d'espace, mais qui renvoie
à un territoire beaucoup plus administratif. C'était pas notre objectif. Et la productivité agricole, etc., on a malheureusement, là aussi, été limité par le nombre de planches possibles pour pouvoir aller plus loin peut-être dans les raisonnements, dans les démonstrations. On a malgré tout essayé de mettre en relief les dernières évolutions, les dernières dynamiques à partir des dernières données chiffrées que l'on pouvait obtenir, ou des facteurs plus originaux de l'agriculture auxquels on ne pense pas forcément, ou dont on ne connaît pas la géographie aussi. Oui. Bruno Dehaye du Conseil de développement. Je reviens sur le livre qu'a cité Gabriel, dont j'ai oublié le nom de l'auteur et qui a fait l'objet d'un article dans l'IB, dans Marianne. Donc moi je ne connais pas le livre, mais quand vous dites, je vous trouve très optimiste quand vous dites que les campagnes ne sentent pas de relégation, parce que d'abord c'est une population, à mon sens, je ne suis pas géographe du tout, mais je connais un petit peu la campagne, une population très complexe. Il y a quelques paysans, il n'y en a plus beaucoup, puisque là où il y avait 5 ou 6 fermes, il y en a une. Il y a des gens qui ont été... il y a des gens qui ont des moyens et qui sont allés vivre à la campagne par choix, par goût. Et puis vous avez aussi toute une population. Alors vous avez les gens âgés qui restent sur place, ils ne peuvent pas revendre leur maison nécessairement, ça n'a pas forcément beaucoup de valeur. Et puis des gens qui sont chassés des villes. Bon, chassés, c'est peut-être un mot un peu fort, mais qui sont obligés de partir dans des zones rurales pour trouver du foncier meilleur marché. Et ces gens-là, en général, s'ils travaillent, 2 voitures. D'ailleurs, c'était évoqué je pense, dans l'article en question. Et très vite, ils se retrouvent, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils se retrouvent en difficulté parce qu'ils ont déjà des coûts fixes importants. Alors, moi, je pense, et notamment à propos du vote Front National, qu'on retrouve dans certaines zones rurales. Alors, ce n'est pas l'Ouest qui est le plus touché. On le voit beaucoup plus dans le Sud-Ouest, que je connais un peu, où là, il y a des régions qui ont été complètement massacrées, en fait, par la disparition des petites entreprises, etc. Et ce n'est pas la xénophobie qui entraîne ça, contrairement à ce qu'on a dit. On dit c'est classique, cette histoire-là, mais c'est plutôt le fait de se sentir relégué par rapport à ce qu'ils peuvent voir ou imaginer dans les grandes villes, qui peuvent être Nantes, bien sûr, mais plutôt Paris. Alors, votre réponse ? Alors, bon, moi, je sais pas si c'est je sais pas si la sensation est une relégation géographique ou plutôt une relégation sociale. Vous voyez, est-ce qu'ils se sentent relégués en tant que ruraux ou est-ce que c'est pas plutôt plutôt une sensation sociale d'abandon, de classe. Bon, mais moi je suis pas une spécialiste des questions électorales, donc je vais pas beaucoup m'avancer parce que ce que je dirais n'engagerait que ce que je vois. Qu'il y ait des sensations de la crainte de la déchéance sociale ou de forme de déclin social, ça c'est certain. Moi, ce que je voulais dire, c'est que on peut avoir des analyses comme ça, et je ne doute pas qu'il y a des cas où vraiment ça existe, de sensations de relégation géographique, de gens qui se sentent relégués géographiquement. Bon, je pense que ça doit pouvoir exister. Pour autant, je pense qu'il faut être très vigilant quand on fait des analyses. Parce que, par exemple, il y a une collègue de Grenoble, Magali Talandier, qui dit « On fait toutes les analyses économiques comme si le lieu de travail était le centre ». Voilà. Donc on dit « Les gens travaillent en ville, alors ils habitent à la campagne, donc c'est de la relégation, ils aimeraient beaucoup habiter en ville. » Bon, très bien. On fait un discours comme si le centre des personnes, c'était le travail. Or, quand on fait des enquêtes, le centre de vie des gens, ce n'est pas là où ils travaillent, c'est là où ils habitent. Et en fait, du coup, on peut avoir des analyses complètement biaisées
de ça. Et je pense que moi, j'adhère pas beaucoup à cette moi, ce que j'appelle cette théorie de la relégation, c'est-à-dire cette lecture où on va interpréter la résidence dans tel ou tel endroit comme de la relégation. Je pense que des gens qui se sentent vraiment relégués géographiquement, alors qu'il y a des gens qui disent un jour c'est un peu loin ceci, ou quand les enfants sont ados, on fait un peu taxi. Ok. Pour autant, est-ce qu'il y a vraiment un sentiment général de relégation dans la société, de relégation géographique? Personnellement, je ne peux pas dire que ce soit quelque chose que j'ai vraiment ressenti, rencontré quand je fais du travail sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des gens qui puissent se sentir comme ça. Mais de là à le généraliser et de penser que tous les gens qui travaillent à Nantes sont vraiment insatisfaits d'habiter à une trentaine de kilomètres de Nantes et que vraiment ils se sentent relégués géographiquement, etc., etc., je pense que ça, c'est faux. Monsieur ? Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question plus sur l'avenir un peu des campagnes à partir de votre travail. En l'occurrence, la nouvelle modification territoriale qui impose 20 000 habitants. Et si j'ai bien compris ce que vous nous avez présenté, vous parlez quand même s'il y a des points de vue centraux sur les campagnes de l'Ouest, il y a quand même une forte diversité. Alors, je pensais à une comparaison, par exemple, par rapport à ce minimum de 20 000 habitants. Est-ce que sur Montmorillon, il faut augmenter le périmètre de la communauté de communes? Est-ce que sur Mayenne, il faut intégrer la ville de Mayenne pour arriver à cette norme de 20 000? Ou voire même une analyse sur ce qui peut se passer sur le centre-Bretagne? Je pense qu'il y a un danger, dès lors qu'on parle de territoires ruraux, à ne pas laisser peut-être les élus et les habitants définir eux-mêmes ce que peut être la future communauté de communes. Parce que même dans l'Ouest, qu'on pense un peu peuplé, je pense qu'on va accentuer certaines périphéries par cette méthode-là. Alors, souscrivez-vous à cet éloge de la géométrie variable? Comment dire, en tant que géographe universitaire, moi j'ai tout à fait conscience qu'une limite une limite, c'est une forme d'idéologie. Il n'y a pas de limite idéale, il n'y a pas de périmètre idéal, il n'y a pas un pays idéal. Les sociétés humaines, elles évoluent, elles bougent. Donc une limite dans l'espace, on peut dessiner des limites, ça dépend de l'objectif. Moi je dis souvent, on peut découper un territoire, dites-moi quel est votre objectif. Et puis après on peut réfléchir à comment on découpe pour que ce soit le plus efficace dans cette logique-là. Donc il n'y a pas de périmètre idéal. Donc là, le choix de 20 000, eh bien, ça correspond après à des logiques pour essentiel gestionnaires, des logiques économiques, d'efficacité économique. Donc on est dans ce cadre-là. Après, est-ce que cette efficacité économique, elle est pertinente pour régler des problématiques de lien social, d'action sociale, de développement économique, je ne sais pas. C'est pas sûr que ça se superpose. Donc, si on exige des communautés de telle taille pour avoir une efficacité gestionnaire, eh bien, il y aura une efficacité gestionnaire. Est-ce que pour autant, il y aura une efficacité sur tout? Non, c'est un leurre, c'est pas vrai. Donc, je ne pense pas que ça réglera... ça aggravera pas, ça réglera pas des choses. C'est une règle qui s'impose, qui est une règle administrative. Nous, dans l'Atlas, on a... c'est un choix aussi, on ne l'a pas dit tout à l'heure. On n'a pratiquement jamais eu... il y a une planche sur l'intercommunalité. Sinon, on a toujours essayé de... On a laissé très délicatement soit les limites départementales, soit des limites régionales, mais essentiellement départementales, pour que les gens se repèrent.
mais on n'a pratiquement jamais utilisé des... C'est pas du tout un atlas au sens administratif. Hein, si vous voulez connaître les limites du périmètre de ceci, de cela, administrativement, c'est vraiment pas le document qui convient. Une avant-dernière question. Oui, que pensez-vous d'une théorie qui a été développée d'ailleurs au sein du Conseil de développement par des politiques sur la redensification des villes ? Alors, bon, la question de la redensification, c'est la question effectivement de l'économie de l'espace. Incontestablement, ça demande à être réfléchi. Pour autant, il y a une première chose, si on fait à la verticale ce qu'on a fait à l'horizontale sans se poser des questions sur l'urbanisme, on va droit dans le mur. Moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il n'y a pas... On parle toujours d'urbanisme parce qu'il n'y en a pas. Bon, si, une grande ville comme Nantes, oui. Mais dans les campagnes, il n'y a pas d'urbanisme. Il y a de la construction. On a des produits immobiliers. On a des produits immobiliers qui se juxtaposent les uns à côté des autres, mais qui ne font pas village, qui ne font pas ville, qui ne font pas urbanisme. Ce n'est pas de l'urbanisme. D'abord, il n'y a pas d'urbaniste. Hein. Ce sont des projets immobiliers qui sont découpés par des géomètres. Voilà. Bon. Donc, il n'y a pas d'urbanisme. Donc, moi, je pense qu'il faut... la question de la densification, on peut s'en saisir à condition qu'on revienne à une réflexion collective, publique, sur la forme, la morphologie des bourgs, des villages, des petites villes. Donc si on densifie en réintégrant de l'urbanisme, en réfléchissant aux formes de la ville, de la petite ville, ça c'est une réussite. Si c'est pour dire on a fait des lotissements pendant 30 ans, maintenant on va faire du R+2, R+3, puisqu'on a ce genre de vocabulaire, c'est n'importe quoi. Ça, je veux dire, on va toujours être dans la même logique, hein, c'est-à-dire du produit immobilier. Voilà, au lieu d'être à l'horizontale, il est à la verticale. Donc voilà, ça c'est la première chose. Si c'est pour des réflexions urbanistiques, oui, il y a fort à faire. Par ailleurs, je reviendrai à ce que je vous ai dit tout à l'heure, redensifier, oui. Moi, je me demande quand même s'il ne faut pas garder à l'esprit l'idée quand même qu'on est sur un redéploiement de long terme de la population. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus penser qu'on va faire de la ville très dense et puis des campagnes. Enfin, je pense qu'il va falloir réfléchir à un urbanisme dense, certes, dans les villes, mais aussi des formes de vrai urbanisme dans les campagnes, de réfléchir à tout ça. Juste avant, j'attire votre attention sur le fait que dans le SCOT, dans le schéma de cohérence territoriale qui couvre Nantes-Saint-Nazaire, il y a un objectif très clair aussi de densification des campagnes, hein, avec une réduction des parcelles et tout cela, quoi. Moi, j'allais y venir, entre autres. Hein. C'est quoi, en fait, une ville vivable ? La question, elle est là, finalement. Et c'est quoi une ville vivable dans un contexte où est-ce qu'on peut encore se permettre de perdre des terres agricoles en particulier ? Donc, comment concilier deux éléments qui sont des besoins indispensables pour la population, mais il ne faut pas oublier, la consommation de foncier, c'est beaucoup aussi des zones d'activité, des routes, etc. En ville, quand on parle de densifier, on ne dit jamais on va densifier les centres commerciaux. En Allemagne, les centres commerciaux, c'est à étage. On n'a jamais ça, par exemple, chez nous, ou très peu. Il y en a quand même quelques exemples. Donc on a toute une réflexion à avoir, et ce qui existe aujourd'hui sur qu'est-ce qu'une ville vivable, et qui plus est durable, le développement durable, et avec des propositions sous forme d'écoquartiers. On développe des écoquartiers dans lesquels on va aussi prévoir des espaces de respiration pour les populations. Avec notamment, il n'y a plus un projet aujourd'hui de ZAC sans qu'il n'y ait des jardins partagés, par exemple. Voire demain, on va réinstaller des maraîchers. Éventuellement un projet qui va émerger sur Nantes. On essaie justement de trouver... faut trouver un juste milieu entre ce qui est indispensable d'une certaine manière, c'est-à-dire
diminuer la consommation de foncier agricole, parce qu'on n'en est pas si riche que ça, finalement. Et ensuite, se poser la question sur, mais pour les populations, il faut qu'elles puissent y trouver un bien-être aussi. C'est toute la difficulté. Avec des solutions parfois un peu farfelues pour l'instant, mais est-ce qu'elles ne seront pas mises en œuvre demain ? On vous parle et il y a les premières réalisations qui sont faites. Il y a des tours maraîchères qui existent aujourd'hui. Des tours dans lesquelles ne sont pas des habitants qui y vivent, mais des salades. Comment envisager justement cette question du foncier et d'une certaine manière d'aller vers le vertical plutôt que toujours aller vers l'horizontal, hein. Avant de passer la parole au dernier intervenant, dans le même ordre d'idées, il y a 3-4 ans, le CAUE avait organisé un intéressant concours, c'était un concours d'idées, pour l'aménagement des zones artisanales et industrielles dans le secteur rural. Et on voyait que on pouvait faire preuve d'un peu d'imagination pour gaspiller beaucoup moins de surface. Il y avait vraiment des solutions tout à fait innovantes. Monsieur. J'espère que Olivier Flamand, j'espère que vous m'arrêterez si je dis de trop grosses bêtises. Quand je vois des cartes comme ça, j'ai beaucoup de plaisir à voir les couleurs, comme vous, et puis je comprends qu'il y a besoin de faire des analyses. Donc aujourd'hui, on a tous un outil avec lequel on peut jouer qui s'appelle par exemple Google Earth, accessible à tout le monde, et puis c'est aussi de la cartographie. Puis on adore faire du zoom rapproché, du zoom écarté. Et je comprends tout à fait que dans un cas comme ça, on n'a pas besoin de faire de zoom, parce que vous voulez avoir une analyse globalisée, donc il n'est pas question d'aller regarder comment sont rangés les plants de tomates. Mais par contre, dans ce même outil Google Earth, il existe depuis plusieurs années un truc amusant, qui est l'autre échelle, qui est l'échelle de temps, sur laquelle on peut s'amuser à remonter dans le temps et puis à regarder un petit peu comment était la carte il y a 5 ans, ou la photo aérienne il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et ça apporte aussi beaucoup d'informations. Alors, ma question qui va vers ça, c'est justement, est-ce que peut-être dans la nouvelle version, puisque je n'ai pas vu la version complète ici, là, mais est-ce qu'il y aura des choses qui permettent d'exploiter plus l'échelle de temps, et sous quelle forme ? Est-ce qu'il faut, comme dans les livres pour enfants, arriver à faire des calques transparents qui sont superposés ? Et comment est-ce qu'on peut utiliser dans un atlas une échelle de temps, ou mettre en valeur une échelle de temps ? Alors là, il y a quelques planches où il y a une dimension temporelle, notamment par exemple sur les comportements démographiques, croissance migratoire, croissance naturelle. Alors le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de juxtaposer les 4 cartes, 1968-75, ou voilà, et puis peut-être qu'avec les moyens techniques d'avenir, on aura des choses plus dynamiques, par exemple sur du numérique. C'est pas facile. Alors maintenant, on a pléthore d'informations. Le gros problème de notre société, c'est que nous sommes des amnésiques. Hein, j'ai entendu à la radio un livre qui s'appelle La société malade d'Alzheimer, où un sociologue dit « Alzheimer n'est pas une maladie, c'est un ensemble de symptômes qui est surtout symptomatique de notre société ». Ce sont des gens qui sont égarés dans le temps et dans l'espace. Et alors, il nous montre comment nous sommes des égarés dans le temps et dans l'espace. Alors, on a pléthore d'informations, mais notre société est amnésique, c'est-à-dire qu'en termes d'archivage numérique, il n'y a pas grand-chose. L'INSEE, c'est ce qu'il y a de plus structuré. Mais alors, le problème, c'est que comment comparer des choses dans le temps ? Être ouvrier en 68, quel rapport avec être ouvrier aujourd'hui ? Il y a eu des modifications de classification de l'INSEE. Donc l'INSEE essaie de mettre en ligne une harmonisation de ses sources depuis 68. Bon, on peut remonter sur du volume de population 62. Après, on est sur des données papier. Donc ça veut dire que... ou alors, on est sur des données qui sont, par exemple, les recensements, mais c'est pas forcément accessible et gratuit. Enfin, bon, alors ça, c'est pour les recensements de population. Je vous parle simplement de savoir combien il y avait d'habitants dans la commune. Mais alors, quand on va vers du détail, par sexe, par âge, voilà, ça devient très compliqué. Et puis, il y a des données qui sont alors des données plus originales avec des institutions. Quand on leur dit, ben oui, mais vous n'avez pas les archives. Oh, où est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. Certainement, on a eu, mais on ne sait pas où c'est. Et donc, et alors parfois même, je me demande si les nouveaux fichiers n'écrasent pas les anciens. Ce qui fait qu'au-delà de 2-3 ans,
il n'y a plus de données. Donc ça a l'air, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup les analyses sur du moyen terme. Je trouve que c'est très enrichissant. Ça permet de prendre de la hauteur, de se rendre compte des évolutions. Mais faire un atlas, c'est pas facile. Alors faire un atlas en intégrant une dimension temporelle avec des échelles comme celle-là, c'est très difficile. Eh ben, c'est pas si facile que ça. Ouais. Après, c'est un problème plutôt technique, tout simplement. Là, on est sur une version... on n'est pas en 3D. On ne pourra jamais faire un ouvrage comme ça en 3D. Il nous manque déjà, quelque part, la 3D. Et puis, je dirais que ces outils-là, finalement, c'est surtout du visuel. C'est pas... après, il faut toujours y ajouter quelque chose pour aller plus loin dans le raisonnement. Même éventuellement, vous prenez la carte, vous l'imprimez, vous allez sur le terrain, vous y reconnaissez rien. Vous voyez ? Donc comment, après, ça pose aussi cette question de l'utilité et l'utilisation qu'on peut faire de ces cartes, mais qui sont très bien faites. Alors j'ai oublié le nom, mais il y a une nouvelle base de données qui existe. Hein. Vous avez la carte aujourd'hui, et même chose, avec des clics, vous remontez 50 ans en arrière à chaque fois. C'est passionnant, hein, mais bon. Jean, la question de la fin, question de la vraie fin. Oui, alors je voulais simplement faire une information. Notre collègue Julie, parisien, publie un ouvrage demain, et l'avant-veille, il a déjà dans toutes les hebdomadaires ou les journaux bien pensants des comptes rendus. Ici, on a un ouvrage remarquable qui est sorti en juin, la presse régionale, et en particulier un journal qui couvre quasiment toute la région, n'y a même pas fait allusion. Ça me paraît quand même 2 poids, 2 mesures. C'est une des raisons supplémentaires de lire Place Publique. Bien, merci à Christine Bargetic, merci à Valérie Jousseau, merci à vous toutes et vous tous. Donc c'est un livre vraiment dont je vous conseille vivement la lecture. C'est très important, très intéressant et très, très agréable à lire. Il y en a peu d'exemplaires en vente à la sortie, mais il y en a encore quelques-uns quand même. Mais dans toutes les bonnes librairies, on le trouve. Notre prochain rendez-vous en octobre, c'est quel jour, Gabriel ? Le 6 octobre, et ce sera bien différent car nous invitons Valdemar Kita, le président du Football Club de Nantes, ce qui montre que rien de ce qui est urbain ne nous est étranger.